Très chers téléspectateurs, avec votre accord, nous allons accueillir ces invités et qui nous accompagnent pour cette production dominicale. Je commence par l'honorable Angelbert Essomba Bongonan. Bonjour et bienvenue au programme honorable. Bonjour, parfait. Je salue les copanélistes chaleureusement. Je dis également bonjour aux millions de téléspectateurs de votre chaîne. Et je salue avec une très grande joie votre retour. Merci. Et le retour de l'émission Libre Expression qui était devenu un rendez-vous dominical à ne pas manquer. En général, ceux qui allaient à la messe très tôt y allaient désormais parce qu'il fallait revenir à 11h30 honorer ce rendez-vous. Donc, je salue votre retour et je salue le retour de cette tranche d'antenne très importante pour l'édification citoyenne politique au Cameroun. Et je souhaite que nos échanges de ce jour soient à la hauteur des attentes de millions de téléspectateurs de votre chaîne. Merci, honorable Essomba Bongonan. Vous êtes justement député de la Nation, député du côté de la Mofo et à Conan. Vous représentez valablement ce matin le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. En face de l'honorable, nous accueillons Abel Elimbi Lobé, qui vient toujours de Douala pour croiser le verbe. Bonjour Abel Elimbi Lobé et bienvenue au programme. Merci beaucoup, parfait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait aux Gabonais. Comment ça? Mais les Gabonais qui sont en fait m'ont chargé de vous donner ça. Ah bon? Je ne sais pas si vous êtes un fan de Oligui. Je vois c'est écrit là, Oligui Nguema 2025. Voilà, donc ils sont en fait et ils m'ont envoyé ça. Ah bon? En demandant de vous saluer avec. Merci beaucoup. Et Madame Elimbi vous a envoyé quelques poulets. Ah bon? Formidable. Je ne vais pas vous remettre les poulets ici. Sauf que quand vous allez manger ces poulets, oh là là, vous prendrez soin de boire oh là là, ce djunju. Ce magnifique vin vient des peuples autochtones de Calédonie, wow. Les Caldoches. Parce qu'il y a les autochtones ici, mais il y a aussi les autochtones là-bas. Merci beaucoup. Donc je vous ai donné ça, vous allez vous saluer, essuyer vos larmes. Merci beaucoup. Pour que vous n'ayez pas peur des forces de l'obscurantisme. Merci beaucoup. Qui croient que quand on a l'argent, on doit pouvoir régenter la République et décider de qui dit quoi, où, quand et comment il faut le dire. Heureusement d'ailleurs que vous avez mis à l'ordre du jour la question de la liberté de la presse. Mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette grosse escroquerie qui s'est déroulée à Douala ces derniers temps et dont personne n'a parlé. Un certain Monsieur Konga Pouga Gustave a créé une société qu'on a appelée la société Crifact Invest SARL, qui faisait croire aux gens qu'elle va fructifier leur argent. Vous donnez de l'argent, il vous amène voir une forêt, il vous dit que vous mettez de l'argent, on va créer une plantation de 10 hectares pour vous. On va développer les ananas. Et puis, vous allez, au bout de 17 mois, 20 mois, vous allez commencer à toucher une rémunération sur l'argent que vous avez déposé. Et les gens ont commencé à mordre à ce type de discours. Il y a eu 400 personnes qui ont contribué. Par exemple, je ne donnerai pas le nom entier, Yves Antoine met 4 millions et on lui promet une rémunération de 7 200 000 francs à l'échéance. Au bout de combien de temps? Par exemple, une quinzaine de mois. On signe donc un contrat d'un type terrible
Mais je le dis pour ensuite revenir, parce qu'il vous signe un contrat de cette nature, où il dit que lui, il est le prestataire et vous, vous êtes le client. Le prestataire s'engage à mener à bien la tâche précise, conformément aux règles de l'art. Il va fructifier, il va développer, il va faire l'épandage, il va faire. Et puis, vous lui versez, dans le cas d'espèce ici, l'intéressé a versé 40 millions. 40 millions. Voilà, l'intéressé ici a versé 40 millions et il y a un chronogramme de versement de la rémunération de cet argent-là. Il devait verser 74 300 000 francs qu'on devrait lui verser au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, et il y a donc un échéancier qui commence par 34 millions premier versement et ainsi de suite. Il y a donc eu des gens, par exemple, Antoine verse 4 millions une première fois, une deuxième fois il verse 2 400 000, une troisième fois il verse 4 millions encore, il verse encore 2 800 000, il verse 6 500 000, il verse 10 millions, il verse 1 million supplémentaire, tout ça, chaque versement a sa rémunération. Et il y a eu 417 personnes qui ont mordu à ça avant de se rendre compte que la COSUMAF, la Commission d'Afrique des marchés financiers, a émis une opinion défavorable à l'endroit de ce collecteur de l'épargne publique. Et dès que ces émissions d'avertissement ont eu lieu, le fameux Kongang a disparu dans la nature. Vous dites qu'il s'appelle comment? Il s'appelle Konga Pouga Gustave. Et sa société? Crifat Invest, S-A-R-L. Et pour l'instant, vous dites qu'il a fondu dans la nature? Il a fondu dans la nature. On n'a plus de nouvelles de lui? On n'a plus de nouvelles de lui. Incroyable. Ça, c'est le collectif des victimes. Et ces victimes, se sont donc au total, constituées. ils revendiquent combien au total? 2 milliards et quelques poussières de francs. Plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards Qui de se sont francs. évaporés. Alors, ils sont constitués, ils ont saisi un collège d'avocats qui a déposé plainte. Et depuis la période de 15 mars 2024, ben, les autorités de la place, les mandats d'arrêt, etc., sont lancés un peu partout. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, pour chuter là-dessus, c'est la prédisposition de nos compatriotes à être pénétrables par toutes sortes de discours. Quelqu'un vient, il vous tient un discours de cette nature. Mettez votre argent, je vais le fructifier et je vais vous verser les royalties et ainsi de suite. C'est cette même prédisposition à écouter n'importe quel type de discours. Des discours parfois sans fondement moraux que nous retrouvons dans la scène politique et qui polluent notre espace politique au point parfois de ne pas rendre l'opposition incrédible. Très bien. Merci Abel Elimi Lobé d'avoir posé cette dénonciation. On ne le dira jamais assez. Il faut être prudent, mais surtout vigilant à ce genre de discours où on vous promet monts et merveilles. Accueillons un homme de la presse qui est parmi nous ce dimanche. Il s'agit de Timothée Abena. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes copanélistes, bonjour au top management de Info TV. Me faisant solidaire des propos de l'honorable tout à l'heure, je salue également votre retour. Je me sens particulièrement honoré et même privilégié d'avoir été associé à cet espace de référence dominicale. C'est un bonheur de partager le plateau avec de tels panélistes. J'espère être à la hauteur des attentes de nombreux téléspectateurs d'Info TV. Il faut le dire. Il y a des présentateurs, il y a Parfait ici. Il y a des émissions le dimanche, il y a Libre Expression.
Merci d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes justement directeur de publication du journal intitulé La République Presse. Tout à fait. En face de vous, nous allons accueillir le professeur Owonangimi. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur Aïssi, et très heureux de vous revoir. Bonjour aux téléspectateurs. Les autres m'accueillent avec des cadeaux, hein, professeur. Vous n'étiez pas là. Elimilo m'a donné un gros cadeau. Son épouse m'a aussi envoyé un bon vin. La semaine dernière, pas la semaine, en début de semaine, c'est le consultant Pierre Blériot qui m'a arrosé d'argent. Bon, peut-être que on attend votre cadeau, professeur. Vous avez même des poulets, hein? Voilà. Vous me prenez au dépourvu, mais comme qui dirait, je vous verrai. C'est compris. Le professeur Mathias Eriko Owonangimi est enseignant d'université. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2. Il est par ailleurs le politologue le plus pointu, mais alors le plus pertinent ces 20 dernières années en Afrique. Alors, professeur, comment se passe ce porte l'université? En venant d'abord dans ce studio, je suis tombé sur un document où on me faisait comprendre que les universitaires, il y a eu l'appel des universitaires, les enseignants d'université, qui appellent le président Paul Biya à se représenter en octobre prochain à l'élection présidentielle. Vous êtes au courant de cette actualité? Oui. Vous êtes signataire, je présume? Non, je n'ai pas signé. Vous avez été contacté? Pas du tout. Si vous avez été contacté, vous allez signer? J'aurais pu signer. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et quel est le regard que vous posez sur une telle action? Bon, c'est des universitaires. Oui. C'est des universitaires, parce qu'il n'est pas établi que tous les universitaires ont signé cet appel. Maintenant, c'est leur vision, c'est leur perception de la situation. C'est leur vision, c'est leur perception de la situation. Merci d'être là. Nous allons prendre rapidement notre mise en bouche. Hein. Je le disais en ouverture, hier était le 3 mai et on a célébré la liberté de la presse à travers le monde. Ce matin, nous le savons mieux que quiconque, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est pratiquement dans 5 mois. Il y a une vive polémique au Cameroun au sujet justement de cette liberté de la presse. Beaucoup pensent et soupçonnent qu'à l'approche de cette élection présidentielle au Cameroun, la presse est en train d'être bâillonnée. Et je commence par l'honorable Essomba Bongonan. Honorable, êtes-vous de ceux qui pensent quand même que cette liberté de la presse au Cameroun est de plus en plus menacée? Menacé est un mot fort. Ah, le moins fort. L'exercice de la liberté de la presse est risqué au Cameroun. Il faut le reconnaître. La menace est relative. Le mot peut être relativisé. C'est risqué d'exercer dans le secteur de la liberté de la presse. Pourtant, la Constitution a consacré cette liberté qui s'analyse souvent comme une liberté comportant des droits. Oui. Pour ceux qui exercent le métier, les métiers de la communication ou les métiers connexes à l'exercice de cette liberté, mais aussi des obligations, voire des devoirs, notamment le devoir d'informer, le devoir de former, le devoir de bien informer, le devoir de respecter la dignité humaine. Ça peut même s'analyser comme une obligation absolue. Donc, il faut reconnaître que l'exercice de l'ensemble des métiers qui concourent à l'exaltation de la liberté d'expression n'est pas aisé dans notre pays pour diverses raisons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons socio-culturelles, il y a aussi des raisons, j'allais dire, politiques. Parce qu'on n'arrive pas toujours à faire la part des choses entre l'expression éditoriale et l'engagement politique. Pourtant, il m'a semblé que cette ligne de démarcation devrait être claire. Parce que lorsqu'elle n'est pas suffisamment claire, les pièges sont nombreux. Et le journaliste qui se déploie dans sa ligne éditoriale est souvent surpris qu'on lui parle d'engagement politique. Alors qu'en réalité, il devrait pouvoir avouer son engagement politique pour d'autant mieux exercer sa liberté éditoriale. Est-ce qu'un journaliste
prend position lorsqu'on parle de politique? Parce que là, vous parlez d'engagement politique. Oui, si vous regardez... Qu'est-ce que vous mettez d'engagement politique lorsque vous parlez du journaliste? Quand je parle d'engagement politique, je parle d'une situation qui fait que le journaliste qui ne s'engage pas politiquement n'est pas bien compris. Y compris par ceux qui sont, j'allais dire, soit ses lecteurs, soit ses auditeurs, soit ses téléspectateurs. Plus vous êtes engagé politiquement, mieux vous avez des arguments de confort. Plus vous êtes pertinent. Et si vous regardez dans la plupart des pays où l'exercice a une certaine ancienneté dans le temps, l'engagement politique a toujours structuré une bonne expression de la liberté de la presse, une bonne expression de la liberté. L'engagement politique a été, j'allais dire, le curseur, celui qui permet de vérifier que nous sommes en train d'aller vers des évolutions de civilisation, ou alors nous sommes en train d'aller, nous faisons marche arrière. Et vous remarquerez que il y a même, dans l'engagement politique, dans la ligne éditoriale d'un certain nombre de grands organes de presse et même de certains médias, l'expression de l'engagement politique, c'est-à-dire des éditoriaux politiques qui n'ont rien à voir avec l'exercice du métier, parce que là, on recrute les meilleurs talents. Au niveau même des genres journalistiques, l'éditorial amène déjà le journaliste à prendre position. Voilà, et cette prise de position ne peut pas être neutre. Elle ne devrait même pas... Le journaliste doit se battre pour que cette prise de position soit politique. Parce que lorsque les forces politiques sont dans leur rivalité ou dans leur combat, en général, chacun protège ceux qui sont de sa chapelle. Très bien. Et le risque du journaliste, et je conclue si vous permettez là-dessus, le risque que court le journaliste camerounais, c'est de donner l'impression qu'il peut faire l'équilibrisme. Ce n'est pas possible. Ah bon? Il faut s'engager politiquement. Vous insistez, hein? Moi, je vous le dis, il faut s'engager. Attendez, on va être clair. Hein. C'est-à-dire, pour le cas du Cameroun, parce que votre affaire d'engagement politique là me crée un véritable problème dans mon cerveau. Moi, je suis donc Parfait ici. Oui. Comment Parfait démontre qu'il est engagé politiquement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions? Comme je viens souvent présenter libre expression ici tous les dimanches, je dois montrer par exemple que je soutiens le MRC, ou alors je dois montrer que je soutiens le RDPC, je dois afficher une certaine complaisance avec le PCRN. Ce n'est pas un engagement militant, c'est un engagement politique au sens sociétal du terme. C'est-à-dire, lorsque vous regardez certaines chaînes qui vous sont concurrentes, le traitement des faits montre très bien l'engagement de certains. C'est-à-dire que l'engagement... La chaîne est basée à Yaoundé? La chaîne n'est pas basée à Yaoundé, mais sa façon de traiter les faits montre qu'on n'est pas dans le traitement journalistique. D'accord. On est dans le traitement politique. Et même, vous allez voir que dans la distribution des rôles sur le plateau, il y a toujours une ouverture éditoriale, et il y a, j'allais dire, un épilogue qui permet d'orienter ceux qui regardent. De telle sorte que vous arrivez dans une ville comme Douala, vous entrez dans certains taxis, vous ne pouvez pas écouter une autre chaîne de radio. Les gens, à une certaine heure, tout le monde sait que c'est la chaîne de radio ici qui va passer parce qu'on va nous dire ceci et cela. Et de façon subliminale, les gens se confortent là-dessus. Et vous allez voir que la levée de bouclier est souvent virulente. Lorsque vous osez vous levez contre une prise de position de ces chaînes-là. Pourquoi? Parce que l'engagement est politique. Merci. Donc, si vous avez un engagement professionnel, l'engagement professionnel et corporatiste, il est faible de mon point de vue, parce que la corporation n'est pas encore solide. C'est l'engagement politique qui va mieux protéger le journaliste au Cameroun. C'est compris, honorable. On va passer la parole également à Elimbi Lobé, qui côtoie la presse depuis de longues décennies. Elimbi Lobé, peur sur la liberté de la presse en cette veille de présidentielle au Cameroun? Oui. Et pourquoi? D'abord, la peine que vous venez de subir montre très bien que nous devons avoir peur que certaines formes d'acteurs occultes ne veuillent utiliser la question de la liberté d'expression pour justement tuer la liberté d'expression.
ou la faire évoluer dans le sens qui leur convient. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'honorable quand il évoque la nécessité pour les journalistes d'avoir un engagement politique qu'il a justement distingué de l'engagement militant. Nous voyons très bien que l'engagement militant peut virer à l'eau de l'obscurantisme. Oui. Vous voyez un engagement militant qui veut que on est dans le fanatisme le plus absolu, qui vous empêche d'avoir la moindre analyse objective.